C'était une de ces après-midi de novembre où le ciel de Bordeaux semble peser de tout son poids sur les toits d'ardoise, une de ces journées où la pluie fine et glaciale transperce les manteaux les plus épais. Dans le quartier des Chartrons, derrière la lourde porte en chêne verni d'une étude notariale réputée, le temps semblait s'être arrêté. L'odeur y était celle des lieux de pouvoir et de secret, un mélange subtil de cire d'abeille, de vieux papier et de poussière séculaire. Au centre de la pièce, sous le regard sévère des portraits d'ancêtres huilés sur toile, une valise en cuir fauve reposait sur le bureau massif de maître Lavoisier. Elle était là, telle une offrande, ou peut-être, comme nous allons le voir, tel un piège diabolique prêt à se refermer. Face au notaire, assise le dos droit, digne dans son tailleur de laine grise, se tenait Madame Mercier. À 78 ans, Madeleine Mercier était ce qu'on appelle dans la région une maîtresse femme, une figure de l'ancienne France, celle qui a connu le labeur, la terre et la valeur de l'argent gagné à la sueur du front. À ses côtés, son fils Julien, le regard fuyant, triturait nerveusement ses mains, tandis que sa femme Valérie, une blondeur calculée et le maquillage impeccable, affichait ce demi-sourire poli qui ne monte jamais jusqu'aux yeux. Ils étaient là pour une transaction importante, l'achat d'une belle demeure pour le jeune couple, un cadeau royal d'une mère à son fils unique. Un acte d'amour, pensait-on. « Bien, Madame Mercier », avait dit le notaire en ajustant ses lunettes sur le bout de son nez. « Nous allons procéder à la vérification des fonds comme l'exige la procédure pour un tel apport en numéraire, bien que cela devienne rare de nos jours. » Madeleine avait hoché la tête confiante. Elle avait ouvert la valise elle-même. À l'intérieur des liasses de billets de 50 et 100 euros soigneusement rangés, représentant les économies d'une vie entière, le fruit des vendanges, des privations de l'épargne, soustraite aux regards indiscrets. Une fortune liquide accumulée décennie après décennie qu'elle gardait chez elle, par méfiance viscérale envers les banques. Maître Lavoisier avait saisi une première liasse, son geste était routinier, presque ennuyé. Il l'avait passé sous la machine de détection, cet appareil moderne qui jure un peu dans le décor feutré d'une étude notariale. Et soudain, le silence religieux de la pièce fut brisé. Un bip strident, agressif continue. Une lumière rouge clignota violemment sur le boîtier. Le notaire surpris fronça les sourcils. Il prit une deuxième liasse. Même résultat, puis une troisième. Le bruit devenait insupportable, remplissant l'espace, faisant vibrer les vitres. Le visage de maître Lavoisier passa de l'ennui à la stupéfaction, puis à une gravité glaciale. Il releva les yeux vers la vieille dame. « Madame, » commença-t-il d'une voix blanche, « je ne comprends pas. Ces billets, ils sont faux, c'est de la contrefaçon, et je crains, compte tenu de la quantité, que ce ne soit extrêmement grave. » Madeleine Mercier resta figée, la bouche entr'ouverte, incapable d'articuler un son. Son monde s'effondrait. Mais le plus terrible n'était pas l'accusation du notaire. Le plus terrible fut la réaction immédiate, fulgurante de sa belle-fille. Valérie se leva d'un bond, renversant presque sa chaise, et pointa un doigt accusateur, non pas vers l'argent, mais vers la vieille mère. « Je le savais » hurla-t-elle. « Vous vouliez nous humilier, c'est ça? Vous vouliez détruire notre réputation devant maître Lavoisier. Julien, regarde ce que ta mère a fait. Elle essaie de nous refiler de la fausse monnaie. Comment en est-on arrivé là? Comment une mère venue offrir un toit à son enfant se retrouve-t-elle accusée en quelques secondes d'être une faussaire ou une criminelle? Pour comprendre ce drame, il nous faut remonter le temps. Il nous faut quitter ce bureau étouffant pour plonger dans l'histoire de la famille Mercier. Car cette scène, mes chers amis, n'est pas le fruit du hasard. C'est l'aboutissement d'une machination lente, patiente et cruelle. Une histoire où l'ingratitude le dispute à la cupidité, une histoire comme on en voit trop souvent dans le secret des familles françaises. Madeleine Mercier n'était pas née avec une cuillère en argent dans la bouche, loin de là. Fille de vigneron modeste de l'entre-deux-mers, elle avait connu la rudesse des hivers dans les vignes, les mains gercées par le froid, le dos courbé dès l'aube.
Avec son mari Henri, paix à son âme, ils avaient rebâti leur petit empire pierre par pierre. Henri était un homme taiseux, travailleur, qui ne croyait qu'en deux choses, la terre et l'or. Il se méfiait des banquiers, ces voleurs en cravate, comme il les appelait. À sa mort, il y a 15 ans, il avait laissé à Madeleine un patrimoine conséquent des terres, une belle maison bourgeoise en périphérie de Bordeaux, et surtout un coffre-fort caché derrière la bibliothèque rempli de liquidités. Ce coffre, c'était le cœur battant de la maison. C'était la sécurité de Madeleine, son assurance contre les coups durs, sa façon de rester libre. Elle seule en connaissait la combinaison. Elle y puisait avec parcimonie, notant chaque retrait dans un petit carnet noir à la couverture usée. Madeleine aimait son fils Julien d'un amour absolu, peut-être trop protecteur. Julien était un garçon doux, mais influençable, un peu mou, le genre d'homme qui cherche une seconde mère dans son épouse. Et il l'avait trouvé, ou du moins le croyait-il, en rencontrant Valérie. Ah, Valérie! L'arrivée de Valérie dans la famille avait été comme l'introduction d'un renard dans un poulailler. Comptable de formation issue d'un milieu urbain et précaire, elle avait tout de suite vu en Julien, et surtout en Madeleine, une opportunité. Elle détestait la vieille maison aux meubles sombres, elle méprisait les manières économes de sa belle-mère, qu'elle qualifiait de « radinerie maladive ». Mais surtout, elle ne supportait pas l'emprise de Madeleine sur les cordons de la bourse. Lors des déjeuners dominicaux, ces sacro-saints repas de famille, autour du rôti et des haricots verts, Valérie lançait souvent des piques acérées. « Avec tout ce que vous avez, belle maman, c'est ridicule de vivre comme ça. On devrait investir, placer, faire fructifier. » Madeleine souriait poliment, mais ne cédait rien. « L'argent est en sécurité, là où il est, ma fille. » Cette phrase prononcée avec la tranquillité de ceux qui savent rendait Valérie folle de rage intérieurement. La jeune femme, avide de reconnaissance sociale, rêvait de voyages, de voitures neuves et d'une villa moderne avec piscine. Elle voyait le patrimoine de la vieille dame comme un dû, un héritage qui tardait trop à venir. Dans son esprit tordu par l'envie, Madeleine n'était plus une personne, c'était un obstacle vivant, têtu et bien trop robuste pour son âge. C'est environ 2 ans avant le drame du notaire que le plan germa dans l'esprit de Valérie. Un plan d'une perversité rare qui nécessitait non seulement des compétences techniques, mais une absence totale de scrupules. Valérie avait remarqué une faille dans la forteresse de Madeleine, sa routine. Chaque dimanche matin, sans exception, Madeleine se rendait à la messe de 10 heures à la paroisse Saint-Louis. Elle partait à 9h30 précise, son chapelet à la main, et ne revenait qu'à midi après avoir papoté sur le parvis avec ses amies veuves. Pendant ce temps, Julien et Valérie, qui logeaient souvent le week-end dans l'aile ouest de la grande maison, restaient seuls. Un dimanche pluvieux, prétextant une migraine pour ne pas accompagner son mari au jardin, Valérie s'était glissée dans le bureau de sa belle-mère. Elle ne cherchait pas à voler l'argent, non c'eût été trop risqué, trop visible. Elle cherchait le carnet, ce fameux petit carnet noir où Madeleine notait tout. Et plus important encore, elle cherchait la combinaison du coffre. Elle savait que les personnes âgées, craignant d'oublier, notent souvent ces chiffres quelque part. Elle fouilla les tiroirs, souleva les bibelots, feuilleta les livres. Et elle trouva, sous le socle d'une vieille lampe en bronze, un petit bout de papier jauni, 4 chiffres. 19, 48, 05, 22. Les dates de naissance d'Henri et de Julien. Le cœur battant, Valérie composa le code. Le déclic du mécanisme résonna comme une promesse. La lourde porte d'acier pivota. À l'intérieur, l'odeur de l'argent. Des piles de billets serrés les unes contre les autres. Une fortune. N'importe quel voleur ordinaire aurait pris une poignée et fui. Mais Valérie était comptable. Elle savait que si elle prenait ne serait-ce qu'une liasse, Madeleine s'en apercevrait lors de son comptage mensuel. Le manque serait flagrant. Non, il fallait être plus intelligent. Il fallait remplacer. C'est ici que la modernité perverse de Valérie entre en scène.
grâce à ses relations douteuses nouées lors d'un précédent emploi dans une société d'import-export à la limite de la légalité, et avec l'aide d'une technologie d'impression de pointe, elle mit au point son stratagème. Elle ne pouvait pas simplement imprimer des billets sur une imprimante de bureau. Il lui fallait du papier au grammage spécifique, une texture, un relief. Elle investit secrètement dans du matériel sophistiqué, ou peut-être fit-elle appel à des réseaux obscurs sur Internet, l'enquête ne l'a jamais totalement déterminée. Quoi qu'il en soit, elle commença à produire des faux. Le processus de substitution commença. C'était un travail de fourmi, une opération chirurgicale, menée semaine après semaine. Chaque dimanche, pendant que Madeleine priait pour le salut de son âme et la protection de sa famille, sa belle-fille ouvrait le coffre. Elle ne prenait jamais tout. Elle retirait, disons, 10% des billets d'une liasse réelle et les remplaçait par des contrefaçons qu'elle glissait habilement au milieu ou au fond des paquets. Visuellement, le volume restait le même. Au toucher pour des mains âgées et un peu moins sensibles, la différence était imperceptible, surtout si les billets du dessus restaient authentiques. En parallèle, Valérie commença un travail de sape psychologique, ce que les anglo-saxons appellent le gaslighting. Lors des repas, elle glissait des remarques insidieuses. « Maman, vous avez encore oublié vos clés. Vous m'avez déjà raconté cette histoire 3 fois, vous perdez la tête, ma pauvre. » Elle déplaçait des objets dans la maison pour désorienter la vieille dame. Elle falsifiait même des relevés de dépenses qu'elle laissait traîner pour faire croire à Madeleine qu'elle dépensait plus qu'elle ne le pensait. Petit à petit, elle instilla le doute dans l'esprit de Madeleine. La vieille dame, jadis si sûre d'elle, commença à s'interroger sur sa propre mémoire. Le temps passa et le coffre peu à peu se vida de sa substance réelle pour se remplir de papiers sans valeur. Valérie s'enrichissait. Elle ouvrit des comptes en ligne secrets cachés de Julien. Elle s'achetait des vêtements de luxe qu'elle prétendait avoir trouvés en solde. Elle payait des dettes de jeu dont personne ne connaissait l'existence. Elle vivait dans l'ivresse de son crime parfait. Elle attendait le moment fatidique où tout éclaterait, mais elle avait prévu une issue, faire passer Madeleine pour sénile folle ou pire malhonnête. Et ce moment arriva avec ce projet d'achat immobilier. Quand Madeleine annonça toute heureuse qu'elle voulait offrir une maison à Julien et qu'elle paierait l'acompte comptant avec l'argent du coffre, Valérie sentit un frisson d'effroi suivi immédiatement d'une jubilation perverse. Elle savait que les billets seraient examinés. Elle savait que le scandale éclaterait chez le notaire. Mais elle avait préparé sa défense. Elle serait la victime, l'épouse outrée. Elle dirait que la vieille avait dilapidé la vraie fortune depuis longtemps et qu'elle essayait de les tromper avec de la fausse monnaie achetée on ne sait où pour sauver les apparences. Retournons dans ce bureau de notaire. La police est arrivée. Imaginez la honte, mes amis. Une femme de 78 ans, respectée de tous, escortée par 2 gendarmes comme une vulgaire délinquante. La sirène bleue tournoyant dans la rue grise sous les regards curieux des passants. Madeleine était en état de choc. Elle ne pleurait pas, elle était au-delà des larmes. Elle regardait son fils Julien. Elle cherchait son soutien, un mot, un geste. Mais Julien regardait ses chaussures. Valérie lui chuchotait à l'oreille, lui injectant son poison. « Tu vois, je te l'avais dit qu'elle n'avait plus toute sa tête. Elle a dû se faire arnaquer ou alors elle cache le vrai argent. Il faut nous protéger. » L'interrogatoire au commissariat fut brutal. Comment expliquer? Comment prouver sa bonne foi quand la preuve matérielle, la valise pleine de faux, est posée sur la table de l'inspecteur Madeleine, répétait inlassablement « C'est l'argent de mon mari. C'est le travail de notre vie. Je n'y ai pas touché. » Mais face à elle, l'administration froide et logique ne voyait qu'une fraude. Valérie, elle jouait le grand jeu. Elle déposa plainte le soir même. Oui, vous m'avez bien entendu. Elle porta plainte contre sa belle-mère pour tentative d'escroquerie et abus de confiance. Mais son coup de maître fut juridique. Avec une rapidité déconcertante, conseillée par un avocat aux dents longues, Valérie lança une procédure de mise sous tutelle. L'argumentaire était rodé.
Madame Mercier souffre de démence sénile. Elle a dilapidé son patrimoine. Elle manipule de la fausse monnaie sans s'en rendre compte. Elle est un danger pour elle-même et pour l'héritage familial. Il fallait geler ses avoirs, saisir ses biens et la placer en maison de retraite médicalisée, un EHPAD, pour son propre bien. Le terme est terrible, n'est-ce pas, pour son bien. Les semaines qui suivirent furent une descente aux enfers pour Madeleine. Seule dans sa grande maison vide, elle errait comme une âme en peine. Le téléphone ne sonnait plus. Les voisins, gênés par les rumeurs propagées par Valérie, détournaient le regard quand elle sortait chercher son pain. Julien ne venait plus. Il avait honte ou peur de sa femme, ou peut-être croyait-il vraiment que sa mère était devenue folle. Madeleine reçut des convocations judiciaires. Des experts psychiatres vinrent l'examiner, lui posant des questions humiliantes sur la date du jour, le nom du président, le prix de la baguette. Elle voyait le piège se refermer. L'EHPAD l'attendait, cette prison aseptisée où l'on parque ceux qui dérangent. Cependant, ce que Valérie ignorait, ce que Julien avait oublié, c'est que Madeleine était une fille de la terre. Et les gens de la terre ont une qualité, ils sont méfiants. Ils observent le ciel avant l'orage. Ils sentent quand le vent tourne. Madeleine n'était pas sénile. Elle était juste vieille et fatiguée, mais son esprit était aussi aiguisé qu'un sécateur bien entretenu. Et surtout, elle connaissait la nature humaine. Depuis 1 an, elle sentait que quelque chose clochait chez sa belle-fille. Ses regards en biais, ses questions trop précises sur ses finances. Le jour du procès arriva. Le tribunal de grande instance de Bordeaux était bondé. L'affaire de la mamie faussaire avait attiré la presse locale. Valérie était là, vêtue de noir, sobre, l'air accablé. Julien était à ses côtés, pâle comme un linge. Dans le box, Madeleine semblait toute petite. L'avocat de Valérie, un ténor du barreau, fit une plaidoirie assassine. Il décrivit une vieille dame perdue qui avait probablement dépensé sa fortune dans des dons inconsidérés ou des arnaques sur Internet et qui tentait maladroitement de cacher sa ruine par des moyens illégaux. Il réclama la tutelle immédiate, la gestion des biens par Valérie et Julien et une condamnation symbolique pour la contrefaçon compte tenu de l'âge. Le juge semblait convaincu. Tout accablait Madeleine, les preuves étaient là. Qui pourrait croire qu'une jeune comptable aurait passé ses dimanches à imprimer des billets? C'était absurde. La salle murmurait. On plaignait cette famille, obligée de traîner l'aïeul en justice. C'est alors que l'avocat de Madeleine, un homme d'âge mûr, au visage buriné, se leva. Il n'avait pas dit grand-chose jusqu'à présent. Il s'approcha de la barre, tenant à la main non pas un dossier, mais un objet étrange enveloppé dans un sac plastique scellé. « Monsieur le Président », commença-t-il d'une voix grave qui fit taire les murmures. « On a beaucoup parlé de la folie supposée de ma cliente. On a parlé de paranoïa. On a dit qu'elle se méfiait de tout, même de sa propre famille. Et c'est vrai. Madame Mercier est une femme méfiante. Mais la méfiance, Monsieur le Président, n'est pas toujours un signe de démence. Parfois, c'est un instinct de survie. » Il posa l'objet sur la table des scellés. C'était une peluche. Un vieil ours en peluche un peu mité avec un œil manquant et un ruban rouge délavé. Un jouet d'enfant oublié. La salle retint son souffle. Valérie, sur son banc, eut un petit rire nerveux. Où voulait-il en venir? Cet ours, poursuivit l'avocat, était posé sur l'étagère de la bibliothèque, juste en face du coffre-fort depuis 3 ans. Il appartenait à Julien quand il était petit. Madame Mercier l'avait ressorti du grenier. Mais ce que personne ne savait pas, même son fils, c'est que Madame Mercier, inquiète de voir des objets bouger dans sa maison, avait fait installer il y a 18 mois un dispositif très discret à l'intérieur. L'avocat fit un signe au greffier. Un écran s'alluma dans la salle d'audience. « Ce que vous allez voir, Monsieur le Président, ce sont les enregistrements d'une carte mémoire récupérée dans cet ours. Une caméra espion activée par le mouvement. » Le silence dans la salle devint absolu pesant. Valérie cessa de sourire. Sa main se crispa sur le bras de Julien. L'image apparut granuleuse, mais claire.
on voyait le bureau de Madeleine. La date et l'heure s'affichaient en bas, un dimanche matin, 10h15. La porte s'ouvrit. Madeleine n'était pas là, elle était à la messe. Une silhouette entra. C'était Valérie. On la voyait distinctement. Elle portait des gants fins en latex comme ceux d'un chirurgien. Elle s'approcha du tableau, composa le code sans hésiter. Le coffre s'ouvrit. La vidéo était accablante. On voyait Valérie sortir les liasses, s'asseoir au bureau, sortir de son sac à main d'autres liasses. Avec une dextérité effrayante, elle procédait à l'échange. Elle prenait les vrais billets, les mettait dans son sac et insérait les faux. Mais le plus glaçant, ce n'était pas le geste. C'était son visage. À un moment, elle se tourna vers la pièce vide, comme si elle se sentait observée, et son regard croisa l'objectif caché dans l'ours. Elle sourit. Un sourire de prédatrice, un sourire de mépris total. Elle murmura quelque chose que la lecture labiale révélerait plus tard être « Tu ne verras rien, la vieille bique ». Dans le tribunal, c'était la sidération. Un cri étouffé s'échappa de la gorge de Julien. Il se leva, repoussant violemment sa femme, comme si elle l'avait brûlée. Valérie était livide, pétrifiée. Elle ne pouvait plus nier. L'image était là impitoyable. La technologie qu'elle pensait maîtriser s'était retournée contre elle. La paranoïa de la vieille dame venait de faire éclater la vérité. Le coup de théâtre était total. Le visage du juge s'était durci. Il regarda Valérie avec un dégoût non dissimulé. « Madame, dit-il, je crois que nous avons vu assez. » L'audience fut suspendue, mais le destin de chacun était scellé. La machination s'effondrait comme un château de cartes. Les conséquences furent terribles, mais justes. Valérie fut immédiatement placée en garde à vue. L'enquête relancée avec ces nouveaux éléments permit de retrouver une partie de l'argent réel sur des comptes offshore et de démanteler le réseau de faux monnayeurs qu'elle avait sollicité. Elle fut condamnée à 5 ans de prison ferme pour abus de faiblesse, vol aggravé et tentative d'escroquerie au jugement. Sa vie sociale, ses ambitions, tout fut anéanti. Mais le drame ne s'arrête pas à la condamnation de la coupable. Il y a le drame humain intime. Julien, le fils, tenta de revenir vers sa mère. Il pleura, il implora son pardon, jurant qu'il ne savait rien, qu'il avait été manipulé par cette femme diabolique. C'était peut-être vrai. Il avait été aveugle lâche, certes. Mais Madeleine, assise dans son fauteuil, dans cette maison qui avait failli lui être arrachée, le regarda avec une tristesse infinie. Quelque chose s'était brisé, quelque chose qui ne se répare pas. Elle ne le chassa pas, elle ne lui cria pas dessus. Elle lui dit simplement « Tu as douté de moi, Julien. Tu as laissé une étrangère me traîner dans la boue. Tu étais prêt à me mettre en cage pour récupérer les miettes. » Julien repartit la tête basse. Il ne revint jamais vraiment. Le lien sacré entre la mère et le fils était rompu, sacrifié sur l'autel de l'argent et de la faiblesse. Madeleine Mercier a fini ses jours dans sa maison, entourée de ses souvenirs. Elle a retrouvé la paix, mais c'était une paix solitaire. Cependant, elle a posé un dernier acte, un acte fort testamentaire. Elle a modifié son testament. Elle n'a pas déshérité totalement son fils. La loi française l'interdit, vous le savez, c'est la réserve héréditaire. Mais tout ce qui pouvait être donné librement, la quotité disponible, ainsi que l'intégralité de l'argent liquide retrouvé, qui fut authentifié et rendu par la justice, elle le légua à une fondation pour les orphelins de la région. Au moins, disait-elle à son notaire, un nouveau notaire, bien sûr, cet argent servira à des enfants qui n'ont personne plutôt qu'à des enfants qui ont oublié d'où ils viennent. Quelle histoire, mes amis! Quelle tragédie moderne! Elle nous laisse un goût amer, n'est-ce pas? Elle nous force à nous regarder dans le miroir. Comment un fils a-t-il pu laisser faire cela? Comment l'appât du gain peut-il détruire à ce point les liens du sang? Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Madeleine? Auriez-vous eu cette prudence, cette paranoïa salvatrice de placer une caméra? Ou auriez-vous signé les yeux fermés, confiant en l'amour des vôtres? On dit souvent que la vieillesse est un naufrage. Mais dans le cas de Madeleine, la vieillesse fut une forteresse.
Une forteresse assiégée, certes, mais qui a tenu bon grâce à l'instinct d'une mère, qui a compris trop tard, hélas, que son plus grand ennemi dormait sous son toit. Prenez soin de vos aînés, écoutez-les, et surtout ne sous-estimez jamais la clairvoyance de ceux qui ont traversé la vie avant vous. Quant aux documents que l'on vous demande de signer, aux coffres que l'on vous demande d'ouvrir, restez vigilants. On ne sait jamais qui porte vraiment le masque. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la réaction de Madeleine. A-t-elle eu raison d'être aussi dure avec son fils, à la fin? Je lirai vos réponses avec attention. C'était une histoire vraie, une histoire de notre temps. À très bientôt pour un nouveau récit.